Bonjour, Danny Gagnon. On est le 26 novembre 2020. En actualité, je veux vous parler des fractales gnostiques. La gnose est synonyme de connaissance. Et dans la gnose, on a des variations comme l'arc-en-ciel, comme la lumière. Et on l'a aussi du côté de ce qu'on va appeler de l'ombre. Autant qu'on a un côté arc-en-ciel à la lumière, on a un côté comme arc-en-ciel mais ombre à l'opposé. On a des fractales gnostiques lumineuses, et on a des fractales gnostiques de l'ombre. On pourrait rentrer dans cette compréhension-là les anges au niveau gnostique de lumière. Et il y a un groupe de personnes qui l'expliquent assez bien dans leur sens. Ce que sont les anges pour eux, c'est les Esséniens. Vous pouvez trouver les Esséniens ou l'enseignement essénien avec Guillaume Kézak. Et je trouve la présentation qu'il fait des anges et des démons, là, la compréhension de tout ce monde-là, bien présenté. Il fait un excellent travail. Et ça amène beaucoup de lumière sur un sujet qui est distorsionné. Donc, les fractales gnostiques, on les découvre quand on va vers les ombres, les entités. On s'aperçoit qu'il y a des capacités ou des choses qui sont faites, qui sont vraiment particulières et qui sont appliquées dans notre quotidien, dans nos actions, comme dans les fractales de lumière, dans nos actions. Donc, je vous invite à réfléchir ou à aller voir Guillaume Kézak sur les anges, mais sur les fractales gnostiques du côté lumineux et du côté de l'ombre pour mieux comprendre un peu ce qu'on dit de la connaissance de ces plans-là. Bon. Je me limite en actualité à cette information-là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à parler en contenu pour retirer ces implants deuxième partie. Et une chose que je fais de façon régulière quand que je vais rentrer en contact avec les entités, c'est de me laver le visage régulièrement, se laver souvent à l'eau, juste pour se rincer. Le visage, lui, tous nos sens sont pratiquement portés au niveau de la tête, du visage, à part nos mains. Nos mains sont un grand manipulateur d'énergie. Ils ont un contact direct avec l'énergie au quotidien, mais le visage est vraiment particulier aussi. Et c'est pour ça que c'est important, plusieurs fois par jour, de se laver à l'eau. Et on enlève le sel. Le sel est un peu un nettoyant naturel. On transpire, on élimine des sels. Le sel contient les déchets en quelque sorte que notre corps veut rejeter par le sel. Et on se lave de ce sel. On se lave le visage et par le même fait les mains.
Et on prend le temps de bien rincer, de bien se nettoyer partout. Et les mains, c'est la même chose. De bien se sécher. Et dans les nettoyages qui peuvent être faits, il y a celui à l'air. Puis à l'air, c'est très efficace, c'est surprenant. Moi, je vais faire du ski alpin à l'occasion. Et faire du ski, là, vraiment, là, être dans le vent, là, c'est très, très efficace. C'est quand tu reviens d'une journée de faire du ski, là, c'est vraiment génial. Tu te débarrasses beaucoup d'impuretés. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a aussi le nettoyage avec le feu. Je suis moins un peu connaissant de la pratique. Je sais que du côté plus hindou, bouddhiste, je pense que ça se fait de façon plus régulière, qui consisterait à passer autour de la personne une bougie, une flamme, procéder avec un certain rituel, je pense. Là. Puis, comme procédure de purification. Et se laver à la terre. C'est être en contact avec la terre, assis sur la terre ou allongé sur la terre ou se rouler dans la terre. Bon, n'importe quoi, là. Mais le contact avec la terre est bénéfique. OK. Ça nous aide à se dégager, à se ressourcer. Dans les ressourcements aussi, il y a vraiment le lâcher prise. Se détacher complètement de tout ça, de l'astral, de vraiment faire le ménage et de se dégager, de se libérer de ça et de chasser. Des fois, à un moment donné, faut relever, faut se reprendre, faut vivre, il faut vraiment prendre du recul. Et des fois, quelques jours, c'est nécessaire. Alors, quand on retire nos implants, j'ai parlé des gardiens des seuils, c'est une priorité. Puis on y va un à la fois, là, puis on prend le temps de bien comprendre, puis de bien vérifier à ce que ça soit bien fait. Et un moment donné, quand mettons, tes 3 gardiens des seuils sont libérés de ça, là, tu vas avoir d'autres gardiens des seuils qui vont arriver, qui sont les gardiens de famille secondaires. Bon, ton père porte tel nom, ta mère porte tel nom, et ainsi de suite, tes grands-parents, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père, les familles, à un moment donné, les énergies vont finir par te rejoindre. Tu vas à un moment donné une prise de conscience plus large à faire. Si tu te rends compte que ça va moins, c'est une chose à vérifier. Parce que c'est une possibilité. Mais ça vient pas comme ça. Ça vient pas facilement. Quand on commence à retirer ces implants, on est avec des énergies égales ou légèrement supérieures à notre capacité. Et plus ça va aller, plus va venir à vous des énergies à capacité égale ou supérieure. Donc, vous allez être en obligation de vous dynamiser et de changer parfois de méthode. Alors, les premières entités que j'ai commencé à me dégager, c'était des entités qui étaient seules, qui n'étaient pas fusionnées forcément avec d'autres. Et finalement, à un moment donné, il est arrivé des fusions. C'est comme s'il y avait
un corps mais deux têtes. Puis ça peut aller jusqu'à 6-7. Lorsqu'on convie ou on demande le nom d'une entité, à partir de ce nom-là, tu as le choix de vérifier s'il est fusionné avec d'autres ou pas, de prendre son nom ou pas. Si tu es occupé et tu n'as pas la capacité d'aller vers d'autres énergies, tu te limites à l'énergie spécifique là présentement. Parce qu'on se rend compte que les enchaînements sont infinis. Ces entités-là sont fusionnées les unes aux autres en continu. Il y a au travers de tout ce monde-là des fusionneurs comme nous-mêmes, nous le sommes, des êtres capables de fusion, de créer des liens. Les liens se créent par l'esprit, par la fusion des fluides aussi. Donc, les relations au niveau des fluides, on pourrait dire relations sexuelles, mais on peut aller plus soft que ça, c'est-à-dire la salive. Embrasser quelqu'un. C'est pas banal. C'est pas banal parce que si, on rentre dans l'échange des fluides, il y a une fusion. Il faut comprendre que c'est pas forcément malin. C'est pas forcément... On tombe pas directement aux enfers, là. Mais tu peux créer un contact à embrasser simplement quelqu'un. Donc, c'est des actions qui sont à éviter, l'échange des fluides. OK. Alors, les nettoyages. Les liens qui se créent. Il y a une autre sorte de nettoyage aussi qui est important, de base. C'est les mémoires akashiques. Chacun de nous a eu une première existence. Nous sommes sortis du jardin et nous avons existé pas forcément en un homme. Nous avons pu être autre chose avant. Avant nous, sur la Terre, il y a eu toutes sortes d'êtres. On peut penser aux reptiliens, aux dinosaures, et on peut aller encore plus loin que ça, aux insectes, et on peut aller encore plus loin que ça aussi. Certains d'entre nous sommes de très vieilles âmes, et pas forcément de ce monde, c'est aussi pas forcément de la Terre, de l'extérieur. Et la première forme que nous avons eue n'a pas forcément été définie, mais à partir du moment qu'on est défini et qu'on a un nom et qu'on se définit, devient comme notre point de départ. Alors, quand on demande un nom à une entité, on demande le nom, son nom premier, son premier nom. Parce que va venir ensuite, comme pour un arbre, des couches successives de toutes nos vies secondaires et qui vont se rajouter, qui vont comme créer pratiquement un arbre. Ils vont créer une structure qui va prendre soit de l'expansion ou qui vont s'atrophier. Il y a des vies que l'on vit qui viennent atrophier vraiment notre être de lumière. Nous subissons une régression. Et pour certains, ça peut devenir même un arbre inversé.
l'oppression crée vraiment une déflagration de nos êtres. Depuis plusieurs milliers d'années, plusieurs vies, en général, il y a eu beaucoup vraiment de distorsion et de déformation de notre capacité d'être. Et c'est vraiment rendu pratiquement une problématique. Des êtres qui étaient extrêmement lumineux sont devenus extrêmement complètement déconnectés. Dans les mémoires akashiques, ce qui arrive en se dégageant des gardiens, des seuils, on va pratiquement automatiquement voir des interférences. Parce que, de mes visions à moi, c'est comme si j'aurais été cloné 2 ou 3 fois de mon vivant là présentement. Là. C'est comme si j'aurais eu 2 ou 3 consciences extérieures à moi, ailleurs. Et vient s'entremêler avec ça aussi les traumas des mémoires akashiques. Les traumas, ils viennent en songe ou en rêve. Plus souvent en rêve. Et c'est vraiment une représentation de nos peurs profondes. Principalement. Vraiment des peurs profondes. Je vous donne un exemple de moi personnellement. Sur les araignées. Et c'est comme si j'avais une partie de moi qui était dans un lieu, dans une grotte quelque part. Puis je me voyais là, puis je voyais le lieu de l'extérieur, je voyais le lieu de l'intérieur, et je voyais les êtres qui étaient là, qui me gardaient. Qui gardaient comme une espèce d'avatar de ma personne. Ça a été la même chose aussi sur la Lune. J'avais comme une partie de moi sur la Lune. Ce qui était un peu vraiment étrange parce que ça a été comme un lieu où j'ai vraiment eu plus de vision et qui était monté en mise en scène. J'étais vraiment comme dans un studio de cinéma là, qui avait un décor puis qui montait des décors pour me faire des présentations de choses qui n'existaient pas. Et il faut, quand on a la capacité de le faire, arriver à se dégager de ça. Parce que quand on se rend compte, mettons que tu te défais de certaines entités, c'est un lien direct avec ces parties-là de toi. Comme si tu serais une poupée vaudou quelque part ailleurs. Il y a une partie de toi qui est ailleurs. J'en ai même une partie de moi qui était démembrée, mais encore comme toute vivant. C'était un peu particulier parce que j'étais en morceaux. Dans presque toutes ces situations-là, quand je les ai réglées, c'est plus jamais revenu. Un coup que j'ai sorti de tout ça, j'ai réglé ça, que ce soit la peur du noir, que ce soit la peur de toutes sortes de peurs qu'on peut avoir, là. C'est comme ça, après ça, on aurait comme plus peur. On l'a surmonté, on l'a surpassé, on se sent plus comme menacé. Donc, en dehors de retirer des implants, il y a ce côté vaudou-là, d'avoir des parties de notre corps ailleurs qui se servent pour avoir accès à nous. Et je
peux prendre l'expression vraiment des clones. Et les mémoires akashiques, en ce qui me concerne, c'était lié directement à des fonctions que j'occupais, que j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses qui étaient vraiment qui ont joué sur la vie de d'autres personnes. Et un lien dans les mémoires akashiques qui revient souvent, c'est des fusions de sacrifices ou de sacrifiés. Comme si, mettons, tu as été à la guerre, puis tu es mort sur le champ de bataille. Quand tu es un guerrier volontaire, c'est une chose. Quand tu es soumis à des ordres et que tu fais partie d'une armée constituée, tu te fais sacrifier en partie. Donc, tu as un lien direct avec une autorité supérieure qui lui-même s'est brimé en créant cette action-là, de t'envoyer à la guerre, puis d'avoir mis ta vie en péril et que tu sois mort. Ça m'est arrivé de demander des pardons et de donner des pardons pour libérer les êtres que j'ai nuits et ceux qui m'ont nui, de revenir dans nos mémoires akashiques pour moi, puis de régler ça. Pour moi, c'est une nécessité parce que ça vient parasiter notre nettoyage qu'on veut vraiment faire. Parce qu'un coup, là, qu'on commence à se nettoyer, là, à se enlever les implants, comme on dit, là, il va en venir d'autres. Ça va venir. On vient par créer une barrière. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va tranquillement, mais sûrement, prendre de la distance. Vient un temps, à un moment donné, qu'on prend tellement de distance qu'on sort de cette zone-là. On sort de ce plan matriciel-là qui est l'astral ou les plans éthériques. On sort, puis on prend de l'altitude, puis on devient moins atteignable, ou plus difficilement atteignable. Ce qui vient à nous est différent ou moins fréquent. Ils vont aller par ricochet, vouloir s'en prendre un peu à notre entourage, où on va s'en rendre compte aux gens qui sont autour de nous, plus. Quand on fait de façon consciente des nettoyages comme ça, faut prendre aussi conscience que si on s'élève en vibration ou qu'on prend une distance, les gens qui nous entourent vont forcément légèrement suivre notre mouvement parce qu'on influe sur les gens autour de nous. Et eux sur nous aussi. Lorsqu'on crée des actions vraiment concrètes, là, je ne parle pas de sortir des implants, là, je vais dire des actions concrètes. Ben oui, ça en fait partie, mais c'est parce que passer des ondes, puis juste tasser des énergies, c'est deux choses. Donc, passer des ondes, c'est une action. L'action crée une onde, et l'onde attire d'autres entités. Puis la façon que ça se présente, c'est que moi je suis l'émetteur et il y a un récepteur. Et sur les plans énergétiques, pour celui qui reçoit l'information, il se crée
une projection du possible. Et elle se présente comme sous la forme d'une pyramide ou d'un triangle. L'émetteur est à la pointe du triangle à l'extrémité et le récepteur de l'émission est comme au centre ou quelque part. Mais en temps normal, il est comme placé au centre. Peu importe dans quelle direction qu'il est, à lui se présente le champ du possible, qui est comme en forme de pyramide. Et ces entités-là, ils sont aveugles. Ils ne voient pas, ils ne sont pas capables de faire la distinction entre mes gens proches de moi et moi. Quand on émet une fréquence, quand on est avec des gens à tous les jours, ils sont comme imprégnés de nous. Et les entités qui vont venir se présenter à nous vont confondre souvent notre entourage à nous. Il faut surveiller et suivre toutes les personnes qui nous entourent à la maison et au travail. On s'en rend compte aussi parce qu'on partage beaucoup de moments avec les gens avec qui on travaille. Souvent, pratiquement plus qu'avec notre propre famille en certains cas. Et c'est une responsabilité de veiller à leur bien-être. C'est notre choix de faire ces actions et c'est notre responsabilité d'en assumer les conséquences de ça, puis de faire un suivi de ça. OK. Au niveau des mémoires akashiques, j'ai été capable de le faire par moi-même. Mais pour d'autres, c'est peut-être plus difficile des fois d'avoir une personne qui est plus connaissante dans ça, ça aide. À partir du moment que tu as comme des facultés de médium et que tu t'avances dans ça, on dirait que les portes se rouvrent plus facilement ou les connexions sont plus fortes en présence d'un autre médium. Il y a comme une énergie qui s'upgrade, qui s'amplifie. On devient comme plus fort l'un et l'autre que séparés. Les médiums ont intérêt à se rapprocher. C'est au départ une grande force, c'est l'union, le dialogue. Quand on va sur voir pour d'autres médiums, voir d'autres informations, ce qu'on se rend compte, c'est que nos visions souvent sont différentes, nos opinions sont différentes, et ils viennent parfois se contredire, ou parfois être vraiment en dehors de la perception, mais ça rentre dans la compréhension qu'on est 12 autour d'un éléphant, puis on va le décrire. Il y en a un qui est en face du trou de cul, puis l'autre est en face de la trompe en avant. T'sais. Fait que on va parler du même objet, de la même chose, mais sur un point de vue différent. Il faut que les médiums apprennent à se respecter dans leurs différences, dans leurs visions différentes, et à se retrouver dans tout ça et s'unir. C'est une bonne chose d'aller vers d'autres personnes pour s'aider. Et dans l'astral,
il existe un regroupement qui n'a pas de nom, qui est un groupe d'énergie volontaire. Et moi, ça m'est arrivé pratiquement en commençant, au début. Il y a des énergies qui sont venues avouer. Ça ressemblait pratiquement à des points de lumière. Là. Et la connexion que j'ai eue, c'est il y a un regroupement, veux-tu en faire partie? C'est de l'aide aux besoins. Donc, à partir du moment qu'on a ce contact-là, d'en faire partie, c'est sûr qu'au début, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si on va être pris d'un piège ou pas. Mais le regroupement n'a pas de nom. Et c'est comme juste des êtres libres qui sont là, mais séparés. Puis au besoin, en les appelant, ils vont se regrouper. Puis c'est à l'échelle de la planète. Là. C'est vraiment très très large. Il y a quand même une bonne capacité. J'ai parlé de l'Alliance Galactique. Et pour moi, c'est pas aussi diversifié. C'est parce que l'Alliance va venir va amener des spécialités ou des spécifications que ceux des énergies de la Terre ne feront pas. Les énergies terrestres demeurent quand même relativement limitées pour l'instant. Alors, n'ayez pas peur si ça vous arrive. C'est important d'avoir de l'aide. C'est important d'avoir vraiment des bases comme ça. Là. Puis, dans vos énergies initiales, vous avez des énergies fortes pour vous guider, pour vous soutenir. Tant et aussi longtemps que vous allez être de ce monde, là, ils peuvent être là. C'est à vous d'aller les découvrir, de rentrer en leur contact. OK. Donc, j'ai découvert avec le temps que, à un moment donné, il y a une fusion. Et j'ai vu, à un moment donné, une entité, j'ai vu son être. Et j'ai vu, il m'a montré une maille. Il est devenu une maille. Il m'a montré la maille suivante et la maille suivante. Et j'ai vu qu'il y avait une ligne, une chaîne. J'ai vu la chaîne, j'ai suivi la chaîne du regard, j'ai vu vers où elle allait. Et là, j'ai vu beaucoup plus de chaînes, j'ai vu plus de liens qui allaient toutes dans un même centre et qui rentraient comme dans un trou. Ça faisait l'effet d'un arbre, comme si on était sous terre et qu'on voyait les racines, puis qui rentraient par entour de l'arbre. Et c'est un peu ça, l'arbre-monde viking ou nordique, là, dans la mythologie nordique. Là. C'est qu'il y a les mondes inférieurs. Puis dans ces mondes inférieurs-là, il y a vraiment des particularités plus obscures. En tout cas, il y a des... Puis ces liens-là sont comme des racines. Et quand tu en défais une, il va finir par s'en créer d'autres. Ils viennent se restructurer avec le temps, mais avec d'autres énergies qui sont disponibles. Fait que tu vas te mettre à faire des trous partout. tu vas faire des trous. Hein. Puis, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Pour créer le détachement de ces êtres-là, et comme nous le sommes, tantôt j'ai parlé des mémoires akashiques et des possibles doubles parties de notre être, comme des clones
en dehors de nous, il y a nos sépultures, les corps qu'on a déjà été. Il y a des nécromanciens qui collectionnent les crânes, les ossements de d'autres individus comme étant leur possession. Nos ossements portent en nos os sont inscrits notre code. Ils ont accès à nos êtres par nos squelettes, nos anciens squelettes. Donc, dans le cheminement de libération, nous faisons la recherche de nos sépultures. Pour ça, je rentre en fréquence avec soit mes corps ou les corps de l'entité que je veux libérer. Parce que quand on va libérer une entité, on fait un état de ses mémoires akashiques, en quelque sorte. On va vérifier s'il a été sacrifié, s'il était un sacrificateur. Et il y a d'autres liens qui vont se rajouter à ça. Les fusions qui ont pu se créer pour défusionner ces êtres dans ces temps passés ou qui pourraient encore nuire. Puis c'est ça, c'est la même chose pour nous. Donc, de rentrer en fréquence avec ces entités-là, la compréhension est que tu te grandes à cette énergie-là et tu la fais vibrer. Et moi, j'ai une connexion, parce que là, je le fais régulièrement, j'ai une connexion directe avec, mettons, l'équipe de recherche, là, qui fait partie de l'Alliance. C'est l'Alliance qui va faire la recherche des sépultures dans le reste de l'univers. On va être en vibration avec les corps. Puis c'est comme la science des cordes. Tu influes sur un corps à un endroit, puis peu importe dans l'univers qui se trouve, il va résonner en simultané. Fait que tu peux avoir plusieurs sépultures. Puis ce qui est important, c'est de les situer. C'est de savoir où ils sont. C'est pas forcément des déterrer pour l'instant. C'est des situer. Des retrouver. Quand on les retrouve, c'est parfait, c'est merveilleux. Donc on retrouve les sépultures et on défait les liens qui ont été créés. À ce moment-là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir des confessions. Comment ça se fait? C'est quoi le lien qui fait qu'il est retenu? Parce qu'il y a des entités que tu vas lui demander: je veux que tu retires tes implants, je veux que tu retires tous tes liens, tu défasses tous tes contrats et ainsi de suite, et que tu te détaches pour aller en cours galactique, pour aller en jugement. Et ça ne marche pas. Il n'y va pas, parce qu'il ne peut pas. Il est soit retenu par ses sépultures, il est soit retenu par ses liens sacrificiels, ou des liens, ce que j'appelle aujourd'hui le fruit défendu, c'est la consommation des chairs, mais pas n'importe quelle chair. Les chairs sacrificielles. Il y a des prêtres dans certains rites religieux anciens qui sacrifiaient et qui mangeaient, soit ils prenaient une bouchée dans le cœur ou ils mangeaient
un bout de fouet, mais il mangeait des morceaux de chair, du sacrifice. Il y a des prisonniers de guerre qui ont été nourris à chair sacrificielle. Il y a des prisonniers de guerre qui se sont mangés entre eux. Ils ont été contraints au cannibalisme. Les liens créés sont des marques profondes dans l'être. Et il faut aller diffusionner cette action-là qui a été créée par volonté, par notre conscience motrice. Nous sommes, quand on est passeur d'âme, le vaisseau ou la machine qui a la capacité de créer cette action-là. Quand on parle du passeur qui est comme dans une barque, puis qui passe, la barque est ton corps, le corps du passeur. Le corps du passeur devient l'instrument, la conscience motrice. Il n'y a rien de plus important pour un être que le corps. Le matériel, il y a des gens qui vont penser qu'ils ont hâte de se libérer de leur prison de chair, mais c'est pas le cas. Il n'y a rien de plus important que d'être dans ce corps-là pour être en action, pour être créateur. Donc, là, je viens de vous en dire un pas pire morceau. Là. Les liens sacrificiels sont des liens qui nous empêchent de passer. Ça crée une retenue. L'astral est rempli d'êtres comme ça. C'est un cafouillis total. C'est une grosse poubelle. Puis pour ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans ces affaires-là, allez-y pas. Ne faites que vous détacher, de vivre pleinement votre présent, en toute conscience. Prenez une grande respiration, puis savourez-la. Au même titre qu'on savoure et qu'on remercie ce que l'on mange. N'allez pas vous empêtrer dans une place où ce que l'on ne découvre que de l'horreur. C'est pour certaines personnes nécessaire. Moi, je considère j'ai la capacité de le faire, je vais le faire. Je vais y aller, puis j'ai pas l'intention de laisser personne en arrière. Quand j'ai commencé à retirer mes implants, on me dit il faut que tu fasses un saut. Il faut que tu marques ton action. Il faut que tu la signes. Parce que tes actions sont vérifiées. Si tu prends des décisions, puis tu fais des actions injustifiées, tu vas être appelé à témoigner. C'est une responsabilité quand tu diffusionnes, tu sépares, et que tu peux même fusionner. Tu peux créer, là. Là, on parle de démanteler, mais on peut créer aussi.
en certaines circonstances, j'ai pas eu le choix de créer. J'ai eu à créer. Lorsqu'on l'on fait des sauts, c'est une des parties pour moi les plus importantes, la création des sauts. La base, c'est les 4 éléments. Il y a 2 éléments supplémentaires que moi je rajoute. C'est le bois, le végétal, et l'espace, les vers, multivers et univers. En passant, je m'étais posé la question, pourquoi qu'on est passé du mot univers à multivers? Parce qu'on voulait expliquer les multiples univers possibles. Mais pourquoi le mot vert restait? Que représente le mot vert? De univers. J'ai focaillé moyen pour finalement trouver récemment que des mots qui viennent de du défini, de notre dimension, de notre création. Mais il y a des mots qui ne viennent pas de notre création, qui ne sont pas notre art de communiquer. Ils ne font pas partie de l'art humain. Ils font partie de l'art de l'autre côté. Et qui nous est présenté par reflet. Il y a des mots pour qu'on les comprenne vraiment dans leur vraie signification. Il faut les virer à l'envers. Et se servir beaucoup du langage des oiseaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vérifier, c'est très intéressant. Donc, le mot univers, dans le mot univers, on a le rêve, in ou intérieur, uni. Comme si notre vie serait un rêve et tout ce que l'on observe est un rêve. Mais dans l'univers, on parle de tous les rêves unis. C'est comme si on ferait tous le même rêve. Et quand on arrive avec les multivers, on est dans les multirêves. Et il y a aussi un événement qui s'est produit. C'est parce que quand j'étais dans la compréhension de recherche des sépultures, je connaissais les zoroastres. J'ai des livres un peu sur le zoroastrisme, dont aussi Ainsi parlait Zarathustra. Et ce que j'ai découvert avec les zoroastres, c'est que leur façon de gérer leur sépulture est particulière. Et ça m'a amené à me questionner aussi sur le Dieu en question. Parce que la première chose, la première loi des zoroastres, c'est d'être heureux. Être heureux, simplement heureux, c'est d'être déjà en détachement avec toutes les énergies négatives oppressantes. C'est la priorité. Et le dieu zoroastre, si on peut dire, parce que c'est pas un dieu, c'est la connaissance infinie. C'est vraiment été une très belle découverte et une très grande richesse d'aller à la rencontre de cette compréhension-là qu'est le zoroastrisme. Je vais retrouver dans mes notes. Ah, ici. Donc, Arua Mazda, l'être qui a la sagesse infinie. Arua Mazda est constitué de la justesse, de la pensée juste,
de la maîtrise de soi, la sérénité, l'évolution vers la perfection et l'immortalité. C'est un peu comme si Zarathustra aurait défini ou perçu des énergies spécifiques qui étaient soit déjà fusionnées ou qu'il a fusionné lui-même. Mais l'énergie Arwa Mazda est une entité phénoménale. J'ai, par curiosité, demandé de contacter, j'ai contacté Arwa Mazda. Et il est venu 2 fois, moi. Je savais pas à quoi m'attendre. Quand que Arwa Mazda est arrivé la première fois, c'était un peu comme si le sommet de ma tête se serait ouvert. Comme un livre, ça a fait flau. Je voyais l'astral, et quand il est arrivé, j'ai presque dit ouch. Les jambes m'en ont fléchi, je suis presque tombé. J'ai arrêté de bouger. Ce que je voyais comme des étoiles, c'est devenu des galaxies. La vision était tellement claire, tellement belle, tellement précise. C'était une fraîcheur fantastique. Et j'ai vu la forme. J'ai vu un être qui subissait de l'oppression, mais ça le dérangeait pas. Pour lui, là, c'était futile, à la limite. Il n'était pas trop accaparé. Il savait qu'il n'était pas dans une position nécessairement à son meilleur, mais ça n'enlevait aucunement ses capacités. Pour lui, il y avait comme une totale confiance dans les événements actuels. Il est arrivé, c'est un peu comme s'il aurait distorsionné l'espace. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que pouvait être un trou de verre ou un repli de l'espace. Vraiment, le visuel de l'espace a été modulé comme si j'aurais été dans une boule de verre. Et dans cette vision-là, tout s'est comme rapproché, comme si j'aurais été dans une lunette optique, comme si j'aurais porté une lunette, mais au niveau vraiment du 3e œil. Et ça a été un moment, un des plus grands moments de ma vie. Dans d'autres vidéos, je vais prendre le temps de présenter ce qui m'a été présenté par Arwa Mazda. Mais ce que je viens de dire là, c'était juste pour signifier ce que pouvait être le verre, le multivers et l'univers. OK. Donc, dans les sauts, parce que c'est des choses qui arrivaient fréquemment dans mon travail, d'être en contact avec les énergies dans mon travail. Je tombais concentré à mon ouvrage, mais l'effet d'être concentré ouvrait aussi des portes, ouvrait aussi mes facultés. Au même titre que je me concentre puis que je me rouvre à être concentré, je tombais dans un état aussi d'ouverture. Et l'information, ça rentrait là.
fois, c'était fou, là. Bon. Alors, je suis au travail, puis il y a des énergies qui viennent me déranger. Puis, il y a des fois, j'ai pas le choix de faire des actions sur place et des sauts sur place. Mais là, je commence à faire des sauts. On me dit, bon, ben, tu t'inscris ton énergie dans la matière ou sur la matière. Donc, j'ai commencé à écrire mon nom et à poser ma main sur le bois, sur la pierre. Et à un moment donné, il est arrivé des situations où ce que je pouvais pas, j'avais pas accès à la matière. Et je me suis dit, je vais l'essayer dans le plan éthérique ou dans l'éther. Je vais l'essayer. Donc, j'étais dans mon corps éthérique et je posais ma main. Le sentiment, puis ça, c'est un exercice que vous devez faire, c'est de mettre la main dans l'eau. La sensation de le faire souvent, de mettre la main dans l'eau, mettre la main sur la pierre, mettre la main sur le bois, sentir le bois, sentir son épaisseur, sentir sa densité, sentir son contenu, vraiment rentrer en contact. Le feu, là, c'est moins évident parce que tu peux te référer à l'astre solaire, au soleil, ou tu peux te référer aussi à une flamme et comme écrire dans la flamme, poser ta main dans la flamme et dans le plan éthérique. C'est une possibilité. Et l'air, simplement respirer. Tu es en contact direct avec ton air, avec l'air. Tu peux le faire dans l'air, puis d'écrire dans l'air. Mais aujourd'hui, c'est plus ça que je fais. C'est pas mauvais de faire ce genre d'exercice-là. Mais aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte avec le temps, en faisant ça, c'est que mon corps est mon empreinte énergétique initiale. Je peux émettre par mes yeux. Je peux émettre par mes mains. Je fais juste lever la main. J'émets par mes mains. Mais tu peux émettre par ton corps. Et là, je me suis dit, je suis dans les plans éthériques et je vais faire un test, j'essaye, je traverse la matière. Donc, je traverse le bois. Je traverse la pierre. Je suis dans l'eau. Ce qui m'a aidé beaucoup pour l'eau, c'est les chutes d'eau. D'être dans une cascade. D'être dans le feu. Ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Vraiment beaucoup. À être dans un état enflammé. Puis surtout que dans cet état-là, dans ce lieu-là, j'avais pas le même corps. Mon corps était différent. Quand t'es dans le plan d'eau, t'es dans une forme d'eau, t'es comme dans une fluidité vraiment assez plaisante. T'es vraiment fluide. Et dans l'air, ben, tu peux t'imaginer dans un oiseau, à voler, à sentir l'air dans les ailes, dans tes ailes. Et dans l'espace, c'est une chose qui est arrivée plus tard, avec une demande que j'avais faite pour une vision plus grande. J'avais demandé à pour avoir une conscience plus grande, ça prend une vision plus grande. Fait que j'ai demandé à avoir une vision plus grande. Ou un plan élargi. Quand tu as un plan de vue qui est à peu près à 180 degrés, est-ce que ta conscience de ton espace se limite à ça? Mais si tu vois beaucoup plus largement, puis tu vois en arrière de toi, est-ce que ton plan de conscience, de compréhension,
est élargie aussi. C'est une question qui est assez intéressante. Et ce qui m'est arrivé, c'est vraiment plus particulier parce que je m'attendais pas à ça pantoute. J'ai parlé dans mon autre vidéo en retirant le gardien des seuils numéro 2 que ma colonne s'était comme toute nettoyée, puis une partie de mes ossements s'était nettoyée de toutes les choses négatives de ma vie courante. Il y a 2 lumières qui sont venues à moi. Puis ils m'ont dit, on vient changer un morceau, on vient changer la colonne. Fait que là, j'arrête de bouger, ce qui se passe là. C'est comme s'il aurait pris ma colonne dans le plan éthérique, il l'a démanché, puis il en a remis un autre. OK. Ça a fait comme un frit. Ils ont fait leurs affaires. J'étais en train de marcher, moi, dans le chemin, en revenant de mon travail. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? On change des morceaux de même? Ça se fait, ça? OK. Ce qu'ils vont faire avec l'autre, je sais pas. Mais il semblerait qu'il y avait une limitation. Une limitation à l'autre pièce. Donc, ce que j'ai perçu avec le temps, c'est que notre corps est notre conscience. Notre conscience, on a une conscience visuelle, on a une conscience de l'odorat, on a une conscience de l'ouïe, du toucher. On a une conscience quand on est proche d'une source de chaleur, on la ressent. Notre corps est une totale conscience. On ne fait pas juste penser, on ressent, on lit les fréquences, on est un lecteur de fréquences. Notre corps entier est en réaction, est en compréhension. On ne comprend pas seulement avec sa tête, on comprend avec tout son corps. En tout cas, pour ceux qui ont, ceux qui sont handicapés ou qui ont une limitation corporelle, ils captent avec la partie qu'ils ont. C'est un peu comme si notre conscience descendrait dans notre colonne. Et si, mettons que la colonne est fracturée à partir d'une certaine hauteur, c'est comme si on perdrait un peu d'une partie de notre conscience, que notre bas du corps, mettons, est paralysé. C'est comme si la colonne serait une continuité du cerveau. Et que notre champ de conscience, qu'on appelle la moelle épinière, se poursuit jusque dans notre coccyx, jusqu'au bout de notre coccyx, et qui se poursuit dans tous les os de notre corps. C'est pour ça que le squelette a une importance si grande. Il est le siège, structure de base de la conscience. C'est comme inscrit dans ta moelle. Alors, quand on va faire des sauts dans l'espace, dans les vers, multivers et univers, c'est comme si l'axe de la colonne et de l'espace est similaire. C'est comme si notre colonne vertébrale est une colonne céleste. Comme si notre corps en soi est un univers. Est l'univers. Alors, avec le temps, je rentre dans mes corps d'eau, dans mes corps je dis dans mes corps, je ne suis pas rendu là encore à ce moment-là,
je me rends compte que, bon, à un moment donné, il faut que j'aille vite. Fait que je fais mes sauts, il faut que j'aille vite. Puis là, je me rends compte que je m'en vais faire mon saut dans le feu pour intégrer mon énergie à l'élément du feu. Et je me vois. Je vois mon corps de feu. Là, je dis, oh, finalement, j'existe dans tous mes corps en simultané. Pas quand ça me tente d'un à l'autre. Je peux avoir la conscience simultanée de mon corps d'eau, de pierre, de feu et d'air. Quand on est bien dégagé, bien en forme, et qu'on a compris cette notion-là, on fait des sauts dans les 4 éléments de base en simultané. C'est comme si on verrait nos 4 êtres, nos 4 personnes, et on les intègre les 4 en même temps. C'est particulier, c'était un exercice qui est fantastique quand tu arrives à le faire. Puis je le fais aussi avec le bois et l'espace. Donc on rentre, c'est comme si j'aurais 6 corps, à la fois indépendants, mais en même temps tous unis. Quand on est oppressé, dérangé, fatigué, à un moment donné, t'as pas le choix, t'es fait un à la fois. Le besoin de faire un saut, le besoin de marquer une action, a été pour moi une énigme relative. Je trouvais ça long et fastidieux. Parce que tu peux regrouper un certain nombre d'actions et faire un saut pour toutes ces actions-là. Il faut que tu sois précis, il faut que tu sois concis. Et en certains moments donnés, pour pas trop te mêler, des fois t'es mieux de faire une action à la fois avec les sauts qui viennent avec. Ça m'est arrivé que mes décisions ont été contestées. Donc, j'appelle une entité à retirer tous ces implants de tous les êtres de l'univers. Sur tous les plans, dans toutes les formes, dans toutes choses. Tu peux même les diffusionner de la matière. Parce qu'il y en a qui peuvent s'incorporer à une matière, à un objet. Il faut que tu diffusionnes des objets aussi. Alors, il y en a qui vont le contester, puis comme ils vont en cours, ils peuvent le contester. À la cour, pas juste de leur action, de leur volonté. Et tu es appelé, et c'est un peu comme si tu répondrais par des sentiments. Le langage, comme on parle là, n'existe pas forcément. C'est dans tes plans de conscience et de sentiments. La communication est beaucoup plus rapide et tu témoignes de l'oppression que tu as subie et que tu as reconnue et tu as exigé que ça cesse et il n'a pas accepté. Il a gardé sa position. C'est un autre témoignage. Donc, quand tu te débats dans ça, dans le sens que tu témoignes, puis tu es fidèle à toi-même, et que tu es vrai, tu n'es jamais perdant. Jamais.
Il y a des entités qui vont, au départ, vont convoquer ou qui vont manifester leurs droits d'ancienneté sur ton être et des droits de hiérarchie, d'autorité. Et ça arrive qu'il y a des êtres qui sont plus anciens et qui ont une autorité. Et quand ça arrive, tu le contestes. Et tu vas à la cour demander à avoir comme une injonction. Tu demandes à ce qu'une entité perde ses droits qu'il a et parce qu'il vient brimer la vie des autres. Et quand t'es vrai, t'as gain de cause. L'entité plus ancienne et qui a une plus grande hiérarchie va y perdre. Il y a à rentrer dans les rangs du respect de la vie de l'univers. L'esclavage ne fait pas partie des lois de l'univers. OK. Et les sceaux, quand tu t'associes aux éléments, c'est une force. Tu vas dans l'énergie des éléments et toute entité confondue ne peut aller à l'encontre de l'élément de base qui est dans tout l'univers, pas juste sur la Terre. Quand tu inscris ton action en le faisant avec un sceau, elle est solide et elle devient un témoignage et peut même devenir comment on dit ça, donc un témoin des actions qui se sont passées là. Quand tu subis un préjudice, tu peux demander à témoin les éléments. Il faut avoir ce réflexe-là. Bon, les éléments sont sujets à être oppressés. La Terre, Gaïa, doit être maintenue. Quand je parlais que faut que tu te protèges, faut que tu surveilles ta personne, faut que tu surveilles ton entourage, il faut que tu surveilles aussi les éléments. Il faut que tu protèges les éléments. Tu veilles sur les éléments parce qu'ils sont oppressés. Quand on parle du feu, on va protéger l'astre solaire. Et il y a des entités qui représentent l'astre solaire. On peut considérer Solaris comme une entité solaire qui peuvent venir en un second plan t'aider versus le feu. L'eau, water, qui serait le nom premier de l'eau, faut veiller sur l'eau. C'est la même chose pour Gaïa. Il y a Gaïa, puis tu as l'élément minéral. C'est deux choses différentes, mais Gaïa représente notre élément minéral et on veille sur Gaïa. L'air, vous pouvez considérer Pégase comme l'élément air. En protégeant Pégase, on protège l'air. Au niveau de l'eau, il y a aussi Calypso et il y a aussi Poséidon, qui sont des êtres de l'eau, qui ne sont pas water, mais qui viennent nous aider au besoin. Donc, il y a des énergies comme ça sur lesquelles il faut veiller.
Et c'est des énergies primordiales. Dans l'élément feu, il y a une énergie aussi. Attends un petit peu. J'ai un blanc là. C'est limite pathétique. Ah oui. Une entité dans l'élément feu. Galadriel. Vous pouvez considérer Galadriel dans les éléments feu. Et une autre entité à veiller. Les entités qui amènent de l'oppression vont être des entités qui vont demander à ce qu'on pense à eux, à ce qu'on ait une pensée pour eux. Ils vont venir te le rappeler. En ce qui me concerne, que ce soit Calypso, Poséidon, dans l'élément air aussi Typhon, les éléments que j'ai nommés Solaris, bon, ils viennent pas t'achaler, ils viennent pas te déranger. Une entité qui est bonne pour toi ne vient pas à toi de façon systématique. Ils ne viennent pas à toi tout simplement. Ils ne veillent que sur toi. Ils restent toujours à distance. Et c'est comme ça, souvent, qu'on va reconnaître une bonne entité d'une mauvaise entité. Les entités qui ne demandent pas à être priées, suppliées, s'agenouiller ou se prosterner devant eux, sont de bonnes entités. Une entité qui est bonne envers toi te regarde d'un égal à un autre égal. T'es pas plus meilleur, t'es pas plus beau, t'es pas plus fin. T'es là où t'es. Lui, il peut être là. Il peut venir te rejoindre à ce niveau-là. Ou plus bas. Mais c'est d'un égal à un autre égal. Là est une entité respectueuse. Et tu la sens vraie. Bon. Maintenant, je vais vous donner un exemple de la façon que je procède. Parce que la façon que je procède, c'est une façon modifiée que j'ai prise de Jean-Louis Coussement, que j'ai nommé dans ma vidéo précédente. Et il en existe d'autres. Pascal Cascarino fait ce genre de choses-là, mais c'est plus pour faire du nettoyage. Je le considère pas comme forcément un passeur d'ombre. Peut-être qu'il le fait, mais dans ses vidéos, il fait pas des passages d'ombre. Il y a Mathieu Monade qui fait des choses relativement similaires, des actions dans ces plans-là, mais d'une autre façon, à sa façon, avec des médiums. Alors, ma façon, lorsqu'on a le nom de l'entité, la première chose à faire, c'est de la convier en cours galactique, de la convier aux êtres de lumière. Je lève ma main par tous mes êtres, par tous mes temps, par tous mes lieux, par toutes mes dimensions et par toutes mes formes. Je te convie en cours galactique, de tous tes êtres, de tous tes temps, de tous tes lieux, de toutes tes dimensions, de toutes tes formes.
Et je crée cette action dans le bois. Je le traverse le bois. Je rentre, je traverse le bois. Je traverse la pierre. Je traverse l'eau. Je suis l'eau. Je traverse le feu. Je suis le feu. Je traverse l'air. Je suis l'air. Je suis l'espace, les vers, multivers et univers. Et je me vois centré dans cet univers. Alors, on demande à l'entité de retirer tous ces implants, de tous nos êtres, de tous nos temps, de tous nos lieux, de toutes nos dimensions et de toutes nos formes. Par tous mes êtres, par tous mes temps, par tous mes lieux, par toutes mes dimensions et par toutes mes formes, pour tous tes êtres, pour tous tes temps, pour tous tes lieux, pour toutes tes dimensions et pour toutes tes formes. Je crée cette action dans les éléments, dans le bois, la pierre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, vers, multivers et univers. Par la suite, on demande de retirer, d'annuler tout contrat, tout pacte, tout lien, toute entente pour toutes les générations à venir et pour tous les temps passés, par-delà la chaos, par-delà la pyramide d'esprit et par-delà la pensée même de toute création. Par tous mes êtres, par tous mes temps, par tous mes lieux, par toutes mes dimensions et par toutes mes formes. Pour tous tes êtres, pour tous tes temps, pour tous tes lieux, pour toutes tes dimensions, pour toutes tes formes. Pour tous nos êtres, pour tous nos temps, pour tous nos lieux, pour toutes nos dimensions, pour toutes nos formes. Je crée cette action dans le bois, dans la pierre, dans l'eau, dans le feu, dans l'air, dans l'espace vert, multivers et univers. Lorsqu'on défusionne, qu'on demande de retirer les implants, on demande aussi de retirer les œufs. Qu'il ne reste rien qui pourrait émerger dans l'avenir de toute nature possible. Les œufs sont plus importants qu'on pense. Il y en a beaucoup, que ce soit des insectes ou des reptiliens qui s'en servent. Il y a vraiment plusieurs types d'entités. Et les énergies, on peut être plusieurs, ont eu la possibilité d'être plusieurs sortes d'êtres. Il faut toutes les inclure. À partir du moment qu'il a retiré ses implants, retiré ses œufs, retiré tout ce qui lui appartient, qu'il a rompu tous les liens, tous les contrats, tous les pactes, là, on va faire une recherche des sépultures. La recherche des sépultures se procède par incantation. Nous rentrons en fréquence avec un son qui nous sera attribué à nous. Alors, on fait la demande. En ce qui me concerne, c'est 2 notes répétées en 4 temps. Et ça m'identifie. Je fais vibrer l'être. Et
on demande, pour ceux qui n'ont pas commencé ce genre de choses-là, de l'aide à la recherche des sépultures. Alors on procède à l'incantation, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé toutes les sépultures. Avec le pendule, on va se faire avertir ou on va nous le dire. Alors on incante. À un moment donné, tu peux te rendre compte que ça fait un certain temps que tu incantes puis ça débouche pas, là. Tu vérifies. Est-ce qu'il reste 1, 2, 3 sépultures qui sont problématiques? Là, on va vérifier. On va vérifier s'il y a un problème de sépulture. Les problèmes de sépulture sont en 3 parties distinctes. Problème de chair, problème d'ossement ou problème de crâne de base. Je vous ai parlé tantôt d'Ahuwa Mazda et dans ses révélations, il me présentait en premier lieu un cycle de vagues. Je suis rentré dans une présentation similaire à celle que j'avais eue enfant, d'un fond noir avec des points blancs. Les points blancs formaient le dessin. Alors, de cette vision, j'ai observé la montée d'une vague. La vague qui monte, une montée d'énergie et qui se déverse. Que l'énergie passe. Vers où? J'ai pas eu la réponse. Mais le cycle des vagues, le cycle des énergies, c'est la première chose qu'Ahuwa Mazda m'a montré. Après ça, j'ai vu du sang. J'ai vu du sang qui coulait. J'ai suivi le sang. J'ai vu des morceaux de chair. J'ai vu de la chair. J'ai vu des morceaux de chair qui descendaient dans des gouffres. J'ai suivi cette chair. Je l'ai suivi dans un labyrinthe. Un labyrinthe en mouvement. Et je me suis retrouvé dans ce lieu qui est comme une montagne de chair en suspension, comme si la gravité centrale, comme si la chair arrivait de partout, comme si c'était au centre d'une planète et que c'était un lieu pour retrouver des chairs. C'était Ahuwa Mazda me présentait le Tartare. Et j'ai su par la suite que j'avais des parties de mon être à ce lieu. C'est pas sur la Terre. C'est dans un autre système. C'est ailleurs. Sur d'autres plans. C'est pas... Je ne m'avancerai pas à donner trop de détails. Bon. Donc, il y a eu des pratiques anciennes de décharnement. Et il y a eu aussi des pratiques de décapitation et éparpiller les ossements, ce qui est un sacrilège envers une sépulture grave. C'est vraiment un crime. Donc, il y a eu sacrifice, il y a eu pour certains décharnement, et il y a eu éparpillement des ossements. Il y a même des ossements qui sont dans des musées. Il y a même des ossements qui sont chez des collectionneurs privés.
Et il y a même des ossements qui... comment je pourrais dire ça? Sont vraiment en d'autres lieux, là. Dans cette situation-là, moi j'ai eu une vision à un moment donné de 3 sarcophages dans l'espace. Et j'ai été au sarcophage, j'ai été voir c'était quoi qui était là. Et je suis rentré dans un corps. Il y avait un géant. Je me tenais debout dans sa narine. Et j'ai rentré à l'intérieur de son corps. Il était là depuis... il était vide de l'intérieur. C'était comme des cristaux minéralisés. Il était pétrifié, vidé, desséché. Puis il y avait 3 sarcophages comme ça. Les sarcophages, c'est une science ancienne, très ancienne, qui n'est pas de la Terre initialement. Alors, il faut rentrer en compréhension. À un certain moment donné, il y a des chairs qui ont été mangées. Et là, on est en face d'un lien éthérique de consommation des chairs. Il faut défaire cette fusion-là. Il faut aller voir. Premièrement, tu peux te limiter à juste défusionner avec l'être avec lequel il a été mangé. Si tu veux pas trop t'alourdir. Je vous donne un exemple. J'arrive sur une entité. Il y a un problème de sépulture, de chair. Il a été sacrifié, il a été mangé. Dans son cas, non, il n'a pas été sacrifié. C'est un autre... ils sont 32, ils sont dans une prison. Et leur seule nourriture sont leurs congénères. Du premier au dernier. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé leur corps en entier. Bon. Mais, pour moi, ces entités-là, je les ai appelées les affamés. Je vous ai parlé dans l'autre vidéo que tu ne deviens pas un monstre pour rien de comme ça. Tu le deviens parce que tu lui as été entraîné. Il y a des choses horribles qui ont eu lieu et qui ont lieu encore aujourd'hui. Et pour certaines entités qui sont vraiment des criminels, tu reçois leur confession. Et c'est la seule façon de savoir un peu comment ils ont pu créer des liens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Des fois, ça peut prendre un certain moment donné, un certain moment avant qu'ils se rouvrent et qu'ils se délient, parce qu'il faut qu'ils aient confiance. Si tu les juges, si tu les condamnes, ils se rouvriront pas. Il faut que tu sois comme dans le premier plan des dimensions. Tu te détaches des émotions. Tu te détaches des corps. Il faut que tu sois détaché. Il faut que tu sois distant. Tu n'es qu'observateur. Tu observes ce qui s'est passé comme histoire. Tu observes pourquoi ça en est venu à ça. Et tu ne condamnes pas l'entité face à toi. Il faut qu'il y ait confiance en toi.
il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que une entité qui est oppressive, qui était d'abord négative envers vous, devient reconnaissante. Il y a dans la mythologie grecque, dans l'histoire des passeurs, une particularité, c'est que il faut payer le passeur. Mais dans la réalité, c'est pas ça. L'entité libérée, délivrée, reconnaissante, ne veut pas avoir de dette éthérique, ne veut pas avoir de dette envers ton être parce que c'est un lien. S'il y a une dette envers toi, il ne peut pas passer. Donc, ils te donnent ce qu'ils peuvent te donner. De l'information. Ça n'a rien de banal. Rien de banal. C'est la plus grande des richesses. C'est pas des pièces d'or là, dans les yeux. Là. Non, c'est d'une grande générosité. Souvent, ils vont te donner des lieux. Ils vont te représenter des lieux qui font partie de leurs souvenirs, de leur comme une dernière mémoire qui est pour eux sacrée, qui est vraiment une richesse. Donc on a des cadeaux, on a vraiment on est éclairci, on a vraiment des informations. Puis c'est comme ça que j'en suis venu à dire que la mort nous instruit de la vie. On apprend à revivre. Quand on est passeur, on devient passeur, on réapprend à vivre. On comprend le sens de la vie dans nos actions, dans ce que l'on mange, de notre naissance à notre tombe. Et le processus de la sépulture, qui est très important aussi. Je vais finir avec ce procédé de sépulture-là qui est important, que les sociétés actuelles ne font pas. Actuellement, des sociétés comme l'Église chrétienne vont ensevelir leur sépulture dans des cimetières sous terre. Mais ce n'est pas dans le vivant, c'est dans le minéral. Lorsque ton corps est placé dans le vivant, pas dans un cercueil en métal, là, qui n'aura pas aucun accès à tout n'importe quel verre, là, que tu es placé dans le vivant, soit sur la première couche de sol, ou dans le premier pied de sol, ou en l'air, en hauteur, dans les airs, ou même dans l'eau, sur l'eau, dans l'eau. Tu es dans le vivant. Tu es né du vivant, tu as été nourri par le vivant, et tu retournes au vivant. D'être enseveli ou être mis en momifié est une pas une régression, mais c'est non naturel. C'est non naturel. Et en plus de ça, idéalement, tes sépultures doivent être dans les lieux où tu es né. Tu es né à un tel lieu, tu reviens mourir à ce lieu. Comme un saumon qui va descendre, qui va faire sa vie, qui va revenir à sa rivière originale, qui va frayer et qui va mourir.
dans son lieu de naissance, dans l'eau. Toutes les momies égyptiennes devraient être restituées à l'Égypte, à la terre d'où ils proviennent. Ils appartiennent à la terre égyptienne. Et c'est comme ça pour toutes les sépultures du monde. Donc, dans le cas des Zoroastres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des tours et ils placent les corps dans ces espèces de grandes tours-là où les corps sont surélevés et les vautours ou les oiseaux de proie viennent manger les chairs. Ce qui rentre en correspondance ou en harmonie avec la vie. C'est pas pour rien que le vautour est un animal sacré. Il a un rôle de premier plan d'une très grande importance. Quand tu meurs, tu veux pas forcément être mangé par des vers, ni des insectes, forcément. Donc, pour ceux qui ont une appréciation pour le vautour, ou l'aigle, ou les oiseaux de proie en général, c'est un bienfait. C'est même le meilleur des choses qui ne peut pas t'arriver. Alors, il s'occupe de gérer les chairs, les os, ainsi de suite, en grande partie. Et s'il en reste, et s'il reste des os, je vous dirais que les os doivent être gardés jusqu'au moment où la dernière personne vivante qui connaissait cette personne décède. À partir du moment ce qu'on va appeler la deuxième mort. Imaginez qu'il n'existe pas de photographie, là, puis que tu es dans un temps plus ancien, que la dernière personne qui a connu cet être-là décède, il n'a plus de lien de conscience motrice pour le maintenir vivant. Lorsque nos parents décèdent ou nos grands-parents décèdent, ils restent vivants en nous, tant et aussi longtemps qu'on est vivant. Nous sommes leur conscience motrice. À partir du moment que le corps qui est là n'a plus de conscience motrice vivante, les os peuvent être pris, mis en farine, broyés et retournés pour le végétal, la forêt, à un lieu précis où la personne le désirait, à la mer, à la limite. C'est sûr que les incinérations, c'est une possibilité. Par contre, un feu de chair n'est pas un feu de bois. Le feu de chair est un feu qui est impur, d'une certaine façon. Puis ça, les Zoroastres, c'est une des grandes priorités dans leur rite, c'est le feu. Et c'est pour ça qu'ils ont été d'ailleurs pratiquement tous exterminés par l'islam, je pense, là, l'islam ou les musulmans. Ils étaient des adorateurs du feu. Ils étaient considérés comme des adorateurs du feu. Mais en réalité, il y a le bon feu puis le mauvais feu. Le feu est sacré. Entretenir un feu sacré, c'est primordial. C'est une marque de respect à un élément qui demande le respect, qui impose le respect. Donc, de faire brûler ton corps par le feu, premièrement, il faudrait que tu lui demandes l'autorisation. Mais peut-être qu'il va vouloir, je n'ai pas fait l'expérience. C'est comme
rentrer dans des pratiques de purification, puis tu te mets dans une position que tu t'enracines dans la terre, ou que dans ta tête, là, ou dans ton rituel, tu vas jusqu'au cœur de la terre et tu t'enracines. Y a-tu demandé avant? Y a-tu demandé de t'enraciner dans la terre avant? C'est une question qui est importante, ça. L'homme, il est fait pour marcher sur la terre, pas pour s'enraciner dans la terre, dans le minéral, dans la profondeur. Parce que dans ce lieu-là, il y a des énergies, il y a des mangeurs de racines. Puis c'est pas le lieu de tes orteils. Fait que je déconseille à tout le monde qui veulent s'enraciner avec Gaïa dans la terre, c'est pas nécessaire. Marche à terre, mets tes pieds à terre, puis l'énergie de Gaïa, tu l'as, inquiète-toi pas. Fait que pense à ça. Avant de faire des rituels avec des éléments, demandez-leur. Et ils vont vous dire comment que les choses doivent être faites et bien faites. Ça, c'est la réalité. Ça fait déjà 1h03 qu'on est là. Ça a été une des parties les plus importantes de ce que j'avais à livrer comme message. J'ai des vidéos à présenter, j'ai beaucoup de choses à vous parler. J'ai un message à délivrer. Et lorsque ça sera fait, je vais continuer à vaquer à mes occupations et de m'occuper d'un peu de faire de l'actualité. Mais tel était mon rôle. J'ai pensé écrire un livre. J'ai pensé faire peut-être contacter des gens, des médiums, mais ils sont vraiment pas faciles à contacter. Ils ont peur. Ils ont presque toute peur. Ils changent de nom. Ils se présentent sous d'autres noms. Ils se montrent pas à la face. Tu connais pas le visage, vraiment. Et si tu vois, c'est pas drôle. C'est pas drôle de vivre dans la peur comme ça. Alors, je vous remercie pour cette attention. Je sais que ce temps est assez long. Et je vais revenir avec une partie 3 pour rentrer dans des visions plus larges, dans des plans plus élargis, pour des soins d'êtres éthériques, avec 2 soleils, avec des lieux ou des entités spécifiques, et vous parlez aussi de cet objet que j'appelle l'Union des 12, que j'ai nommé dans ma première vidéo comme la reconstruction du cristal de l'Union des 12. Je l'ai mentionné aussi dans mon rituel quand j'ai dit tantôt par-delà les 12 ou les pyramides d'esprit. Voici une construction de conscience motrice de création. L'Union des 12 et pour vous montrer un peu, dans une de ses formes, elle fait un carré. Dans une autre de ses formes, elle se présente comme ça. Et dans une autre de ses formes, tu as l'impression de voir aussi un cube. Le cube, pour certaines religions, est sacré. C'est quelque chose de vraiment spécifique. Mais cet objet peut être représenté ou être mal interprété pour être un cube, mais ne l'est pas.
mais c'est l'union des 12. Ce qu'on pourrait peut-être aussi appeler la pierre philosophale. Fait qu'on va faire une vidéo spécifiquement sur cette forme. Et en passant, vous remarquerez, le sommet ici est semblable au sommet de la tour du couvent qu'a construit Hildegarde de Bingen. Hildegarde avait la connaissance des 12.